Dia pour la quintessence de l'information paru en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt pour la dénonciation de ce jour. Cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si vous le voulez bien, on terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous avons voulu parler du train de vie de l'État au Cameroun. Certains jugent ce train de vie de l'État exorbitant. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si le train de vie de l'État du Cameroun doit être tout simplement réduit, ou alors est-ce qu'il peut être réduit, ce train de vie de l'État en République du Cameroun. Tout cela se passe au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Toujours ce mercredi, on essaiera également de courir un mot sur l'actualité des Lions indomptables. Les poulains du technicien belge Marc Brice redescendent sur l'arène cet après-midi. Ce sera du côté de Johannesburg. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Il faut le dire, les Lions indomptables du Cameroun sont déjà qualifiés, alors qu'il reste encore 2 rencontres. Cameroun-Namibie, c'est cet après-midi à partir de 14h du côté de l'Afrique du Sud, du côté de Johannesburg. On en parlera également dans le cadre de ce programme. Parce que vous regardez Info TV, sachez tout simplement que vous regardez votre chaîne de télévision et qui monte encore. David Eboutou, bonjour. Bonjour, cher ami, bonjour parfum ici. Je suis particulièrement heureux d'être là, parce que ce que vos téléspectateurs ne savent peut-être pas, c'est que nous avons partagé des itinéraires similairement sinueux. Tout à fait. Et parfois douloureux. Ouais. Et donc te revoir une dizaine d'années après, ouais. C'est émouvant quelque part. Tout à fait. Je salue votre consultant, Blaireau, que j'ai eu l'opportunité souvent d'écouter avec beaucoup d'attention, parce qu'il a, comme quelqu'un me l'a rappelé, il a cette particularité de dire des choses complexes avec une telle facilité. Et c'est pas toujours évident. Pas du tout. Je salue notre ami Zambo. Lazare, qui m'a souvent fait l'honneur de me recevoir dans son média. Donc je suis heureux d'être là. J'espère que nous échangerons en toute convivialité, toute ma sympathie renouvelée à l'attention de vos téléspectateurs, que je sais très nombreux. Et mes salutations fraternelles à votre PDG, Monsieur Mveng. Tout à fait. Que je salue avec déférence. Il faut dire, David Eboutou, il faut de temps en temps honorer ses frères. Hein. La dernière fois, lorsque nous nous sommes vus, vous n'aviez pas encore un qualificatif devant votre nom. Un gros D et un petit R. Je sais que ça te gêne, ça te dit d'ailleurs rien. Mais vous êtes devenu docteur David Eboutou. Il faut que je vous appelle ainsi, docteur David Eboutou. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons fait beaucoup de choses, les bonnes, mais également nous avons connu par moments des douleurs. Absolument. Nous avons parcouru bon nombre de pays africains. Absolument. On était entre 2 avions. C'est vrai. Même si à un moment donné, il y a eu une période qui était très compliquée, une période douloureuse. Nous nous revoyons une dizaine d'années plus tard sur un plateau de télévision. Là, nous sommes d'ailleurs d'abord connus. Je vous adresse d'abord mes félicitations. Merci parce beaucoup. Que vous avez beaucoup progressé. Vous vous êtes remis, vous êtes raccommodé à la société. Vous avez à votre actif maintenant un certain nombre d'ouvrages. Absolument. Une 6e d'ailleurs. Le dernier sur les itinéraires politiques et panafricaines de Théodoro Ngema Obiang-Mangué, l'avant-dernier sur la politique institutionnelle du tourisme, et puis un autre qui vient après cela sur les trajectoires panafricanistes et politiques du président Umaru Sissoko Embalo, qui m'a d'ailleurs fait l'honneur de me recevoir à la présidence de Guinée-Bissau il y a quelques semaines. Et bien après cela, celui qui vient après cela m'a permis de le présenter au niveau du ministère russe des Affaires étrangères, qui m'a presque coopté. À la dernière grande conférence des BRICS, parce que là je reviens de Russie il y a à peu près 2 semaines, tout à fait. Où j'ai été convié justement à prendre part à ces travaux qui se sont déroulés dans la ville de Kazan. Kazan, c'est la capitale du Tatarstan, c'est la 6e plus grande ville de Russie. Et donc voilà, c'est des itinéraires littéraires qui me permettent aujourd'hui non seulement moi de m'améliorer comme vous l'avez dit, mais également de
jeter quelques intuitions épistémologiques qui me permettent davantage de m'affirmer comme chercheur dans le domaine qui est le mien, à savoir l'intégration africaine et le panafricanisme. Parce qu'à côté, il faut peut-être rappeler que mon champ heuristique de recherche, c'est essentiellement le panafricanisme. Ma thèse soutenue à l'Université de Yaoundé 1 en 2020, c'est essentiellement sur les questions de l'intégration africaine et du panafricanisme. Ces travaux ont d'ailleurs été primés au CODESRIA. Le CODESRIA, c'est le Conseil pour le développement de la recherche en Afrique qui se tient tous les 4 ans à Dakar. En 2023, j'étais lauréat Cameroun de ce côté-là. Et avant ça, j'étais également lauréat pour des questions de panafricanisme à Saint-Louis. Donc voilà un peu, il y a beaucoup de trajectoires dans ce sens. Trop de choses à dire. De façon active également, vous savez que pour le domaine du panafricanisme, je conseille quelqu'un comme Charles Blé Goudé que vous connaissez. Le problème, c'est que marqué un arrêt, parce que quand je vous accueille à nouveau sur un plateau de télévision, je parle de moi. Quand je vois David Eboudou, je vois seulement l'aspect ayant trop panafricanisme. Nous devons être honnêtes au niveau des chaînes de télévision camerounaises. Vous avez été l'un des pionniers à parler de cette marque, à parler de ce concept très fort en Afrique, le panafricanisme. Et cette mayonnaise avait eu à prendre à cette époque au niveau des chaînes de télévision au Cameroun, le panafricanisme. Vous avez vanté cette idéologie, vous l'avez défendue, vous avez eu à conquérir des cœurs des Africains, pas seulement des Camerounais. Alors, des années plus tard, est-ce que David Eboudou a le sentiment que le message est passé, ou alors nous tournons simplement en rond lorsque nous parlons du panafricanisme? Je crois que le message passe, parce qu'il faut peut-être rappeler à l'intention de ceux qui nous écoutent que quand on dit panafricanisme, c'est une idéologie qui met en avant la question des solidarités, les solidarités économiques, politiques, diplomatiques, militaires, etc. Mais donc le but initial est l'intégration africaine, l'intégration effective, l'intégration des peuples, ce que Kwame Nkrumah appelait les États-Unis d'Afrique. Et Kwame Nkrumah, qui est considéré comme l'un des pères du panafricanisme en Afrique, pour la simple raison que c'est lui, après la conférence de 1945 à Londres, a décidé de ramener le panafricanisme en Afrique et l'a presque apprivoisé à travers les itinéraires à la fois politiques, scientifiques et idéologiques. Et c'est lui qui disait que ce panafricanisme-là devrait mettre en avant 5 points. C'est-à-dire que pour lui, chaque fois qu'on parlerait de panafricanisme, il fallait évoquer 5 points. Un gouvernement commun, donc une politique commune, une monnaie commune, une diplomatie commune, une armée commune et un marché commun. Et ces idées que Kwame Nkrumah avait mis en avant sont presque réappropriées aujourd'hui, mais pas dans l'esprit qu'il aura voulu. Parce que quand je parle par exemple de marché commun, vous verrez qu'aujourd'hui on parle par exemple de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine. Mais est-ce que c'est dans l'esprit de Kwame Nkrumah? Je ne crois pas. Quand on parle de quelque chose comme une armée commune. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la FAA, la Force africaine en attente, qui est mise en branle au niveau de l'Union africaine, mais qui ne fonctionne pas dans le rythme. La force multinationale. Et ainsi de suite. Ça, c'est dans l'esprit de Nkrumah. Donc, on peut multiplier comme ça des exemples. Maintenant, pour répondre directement à votre question, je crois effectivement que, comme pour parler comme vous, la mayonnaise est en train de prendre et les peuples, même les dirigeants, sont en train d'épouser cette idéologie-là parce qu'on a finalement compris que ce n'est que par là que nous pouvons exister, que nous pouvons nous affirmer. Vous savez par exemple que les dirigeants de l'AES aujourd'hui, qui se posent en exemple, qui aujourd'hui sont soutenus par leur peuple, tous se revendiquent être des panafricanistes. Vous savez aujourd'hui que l'idéologie qui amène aujourd'hui les autres à craindre une certaine forme d'émancipation et d'autonomisation africaine, c'est le panafricanisme, en ceci qu'effectivement, le discours promu est celui qui rappelle que l'Afrique ne peut pas sortir du paternalisme, du néocolonialisme au sens de Nkrumah, qui disait que l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. Cet État-là possède tous les attributs de la souveraineté, un hymne, un drapeau, une devise, et pourtant son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Donc ce néocolonialisme-là ne peut pas nous lâcher si effectivement nous ne fonctionnons pas en bloc. Et la théorie des blocs, c'est celle-là aujourd'hui qui définit tous les États qui veulent s'affirmer comme puissance. Vous savez, même la France... Oui, je dirais par là. Voilà, je sors par là. Vous savez, même la France, aujourd'hui, pour s'affirmer en Afrique, est obligée de passer par l'Union européenne et jouer les sous-fifres des États-Unis qui sont en fait un État-continent.
Parce que c'est des blocs aujourd'hui qui peuvent se parler. C'est des blocs aujourd'hui qui peuvent interagir. Et c'est dans cet esprit que les BRICS, par exemple, sont aujourd'hui une force alternative, une organisation géopolitique qui, en fait, veut rééquilibrer la géopolitique mondiale. Donc, le panafricanisme, ce qui le porte, ce qui le nourrit et ce qui rend ce concept vivant, c'est le fait de la prise de conscience des jeunes Africains, des Africains, en ceci que leur vitalisation, leur renaissance ne passe que par l'unité des peuples africains. Alors là, quand David Eboutou commence à parler de panafricanisme, ce n'est plus très facile de l'interrompre. C'est moi qui ai commencé. Merci. Et David, c'est comme ça que je vous appelle toujours, d'être là ce matin. Nous allons accueillir un autre qui nous a retrouvés sur ce plateau. Lui, c'est Lazare Zambo. Lazare Zambo, bonjour. Et surtout, bienvenue sur Espace Mini. Bonjour Parfa ici, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. J'ai dit également bonjour à Didier Mahop du côté de Marseille qui suit régulièrement cette émission. Je vous envoie également Parfa ici et à Blériot le salut d'une dame. Elle s'est fait appeler au Véro la reine du côté de l'Allemagne qui m'a également interpellé après m'avoir suivi ici au cours d'une précédente émission. Elle vous remercie pour ce que vous faites pour la construction du Cameroun. Voilà. Lazare, oui. Elle n'a rien envoyé pour l'instant, non. Peut-être qu'elle le fera. C'est moi qui sont accompagnés. Voilà, et si elle nous regarde, justement, je crois que votre requête est bel et bien passée. Si ce n'est pas le cas, je lui écrirai, n'est-ce pas? Vous dites qu'on a reçu le remerciement. Le remerciement. Mais on aime des remerciements. Des choses, voilà, qui accompagnent le remerciement. Bon, je voudrais également dire, j'ai pas préparé ça parce que dans la réalité, je courais un peu et ensuite il pleut abondamment à l'extérieur. Et quand j'arrive ici, je trouve David Eboutou. J'ai dit, je suis agréablement touché d'abord de partager n'est-ce pas, cette émission avec lui ce matin, mais par la suite, parce que souvent j'ai discuté avec des amis parce que son nom me revient régulièrement dans la bouche. Vous avez dit des choses sur David tout à l'heure, parfait, mais peut-être vous avez omis, peut-être c'était pas important. De dire que David Eboutou également porte la casquette, n'est-ce pas, des personnes qui impactent aujourd'hui les comportements des peuples dans le monde, ce qu'on appelle les influenceurs. David Eboutou également est un influenceur. Mais il faut faire attention parce que si le Cameroun avait 2, 3, 4, 5 influenceurs comme David Eboutou, je crois que ce serait quelque chose de très bien, n'est-ce pas, dans la correction des comportements. Parce que quand vous voyez ce qu'on appelle influenceurs au Cameroun, soit c'est des mecs qui font dans la délation, soit c'est des mecs qui font dans la manipulation, n'est-ce pas, de l'information, soit ce sont des femmes, n'est-ce pas, qui tournent des fesses à longueur de journée. Disons qu'ils tournent leur postérieur. Bon, leur postérieur. Il y a des expressions qui ne sont pas bien empilées. Vraiment, comme vous le dites, enfin ici, et c'est pour cette raison que moi je conseille aux internautes, n'est-ce pas, d'apprendre à suivre ce type d'influenceurs. Il y a donc influenceurs et influenceurs. Oui, des gens qui peuvent parfois dire des choses avec objectivité, qui peuvent parfois se tirer eux-mêmes une balle dans la jambe, et ainsi de suite. C'est ce type d'influenceurs dont nous avons besoin. Merci Lazare Zambo. Lazare Zambo n'a fait que la communication dans sa vie, dans son volet journalisme. Nous lui disons merci d'être là ce matin. En face des deux, vous allez accueillir notre consultant, certains l'appellent le consultant planétaire. Oui, il est le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il est descendant de Oumyobé, il reste le digne fils de Boumyebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Pierre Blériot, vous allez garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit ce qui suit.
Tu peux courir assez vite selon toi, mais te faire rattraper par celui qui connaît le chemin. On peut reprendre. Tu peux courir assez vite selon toi, mais te faire rattraper par celui qui connaît le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance vaut mieux que l'enthousiasme. Il faut prendre le temps de connaître le chemin avant de s'engager. En fait, c'est une sagesse que je forge à côté d'une citation de René Descartes. Oui. René Descartes disait dans le discours de la méthode, celui qui marche sur le droit chemin peut avancer beaucoup plus vite s'il y demeure que celui qui s'en écarte et qui court. Très pertinent. Si tu es donc sur le mauvais chemin et tu vas très vite, tu t'éloignes de plus en plus du but. Et vous savez qu'il y en a, ils sont très nombreux qui sont sur le mauvais chemin. Vous avez quelques noms? Bon, le moment des noms arrivera. Il y en a qui sont plus nombreux qui sont sur le mauvais chemin et qui vont très vite. Je veux les rassurer et rassurer ceux qui les suivent que plus ils vont vite, plus ils s'égarent. Je vous ai souvent pris des exemples ici. Si vous voulez aller à Douala, vous vous retrouvez à Métède sur la route de Mbalmayo. Ne commencez pas à vous renseigner sur la route de Douala là-bas. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord revenir sur Yaoundé. Parce que tous les renseignements, on peut même donner un nom de Douala là-bas. Il peut avoir un autre village là-bas, village qu'on appelle Douala, qui n'est pas Douala. Et vous allez, si vous dites seulement aux gens, je vais à Douala, on va vous dire, oui, ça se dit Douala ici. On va te montrer le chemin. Tu es perdu. Tu vas arriver à un Douala, mais tu ne seras pas à Douala. Il faut revenir à Yaoundé. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Le panel a été constitué, les sujets ont été proposés. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfa ici. C'est la dernière fois que je vais répondre à vos salutations. J'en ai marre, je n'en peux plus, c'est terminé. Et pourquoi? Non, je ne peux plus, c'est comme ça, je ne veux plus. Il faut que je parle. J'ai le cœur rempli de beaucoup de choses là, mais je n'en peux plus. Vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas, Claudia? Mes salutations te gênent déjà? Je ne sais pas quoi dire, mais là, vraiment, je suis juste dépassée par les événements. Je n'en peux plus, je ne supporte plus. C'est terminé, j'ai pas envie de parler, parfait, j'ai pas envie. Ah bon? Oui. C'est une scène de ménage là. Et voilà le sourire que nous aimons. Le monde du cinéma, ça me connaît, c'est bien, vous êtes un bon acteur. Claudia, c'est terrible, hein? Joli cabas, hein? Merci. Joli cabas sorti de quelques fleurs, de couleur qui tendent vers le rose. Effectivement. Accompagné de ce rouge à lèvres, qui a créé un grand problème. Un grand problème. Le rouge à lèvres. Oui, il y a particulièrement un panéliste qui m'apprécie sur ce plateau. Il est de l'autre côté. David Eboutou. Le méchant en lunettes, oui. C'est un bel homme, il est très beau, j'apprécie. Ah bon? Et Blériot va te regarder comment? C'est pas mon problème. Moi, je n'ai aucun problème. J'ai compris, je n'ai aucun problème. J'ai compris que les femmes aiment les Balthazar. Donc, tu vas pas dire que je suis Balthazar. C'est quelle mauvaise allusion. Donc, moi, désormais, ma confiance est à moitié. Voilà, donc. De toutes les façons, la très étincelante, la petite Claudia nous a retrouvés sur ce plateau. Oui. Elle fera ce qu'elle adule dans le cadre de votre programme Espace Miné. Claudia,
Que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi, modernisation de la ville de Maroua. Ketchak Koutez inspecte les projets en cours. La grande tribune du quotidien Info Matin révèle que cette visite rentre dans le cadre du suivi de l'exécution du PDVIR et du C22 urbain capitale régionale. La même information est à retrouver dans le quotidien de Jules Brice Ngaba ce matin. Le journal nous laisse entendre que Paul Biya tient sa promesse envers Maroua. Entre-temps, la 3e session ordinaire de l'année législative s'est ouverte hier. Cameroun Tribune fait le compte rendu de cette rencontre dans sa parution du jour. À l'issue de cette concertation, les attentes sont nombreuses. On parle notamment du budget de 2025. Seulement, même si ça discute, les protagonistes sont loin de toucher les vrais problèmes qui plombent le pays. Retorque Aristide Mono qui s'exprime dans le journal La Nouvelle Expression ce mercredi en ce qui concerne l'Assemblée et le Sénat. Son point de vue est sans appel. Le Parlement camerounais est inutile. D'ailleurs, les dossiers sensibles les attendent encore en cette session de juin. Le quotidien Mutation en kiosque aborde un autre sujet sensible. Georges Alain Boyomo laisse couler son encre sur le budget d'investissement public. On n'y arrive pas, dit-il. En effet, le BIP 2024 a été exécuté en moins de 45%, alors que les financements sont disponibles et les besoins de développement des territoires demeurent criades. Apprend-on. Le tabloïd Le Messager crève de l'actualité politique ce 3e jour de la semaine puisque la présidentielle 2025 pointe son nez à l'horizon. Les partis politiques se préparent. La section RDPC de la Mofouya Kono signe sur leur président national Paul Biya et c'est jusqu'à la gare. Nous retournons à l'Assemblée nationale afin de découvrir avec le témoin le fin mot de la rencontre d'hier sur les questions de santé, notamment la couverture santé universelle. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Guédiboué, s'est exprimé à ce sujet. Eh bien, l'implémentation se renforce de plus en plus, a-t-il précisé. L'actualité santé dans cette revue de presse, c'est aussi ces prélèvements positifs effectués dans 2 districts de santé dans la ville de Maroua, 2e et 3e. Les résultats font état de 2 cas de choléra confirmés selon le journal Le Jour. La riposte est en cours. Les mots sont du délégué régional de la santé publique de la région de l'extrême nord. De l'autre côté de la caisse de dépôt et de consignation, l'économie quotidienne nous donne des nouvelles ce matin. Eh bien, la BIA crée un groupe de travail pléthorique. Les enjeux du Cameroun se retrouvent donc en page 3. Le nom a longtemps fait la une des journaux. La ville de Kolofata rappelle certainement des tristes souvenirs. Et ce matin, Guiba Gatama annonce une mauvaise nouvelle. Il raconte en page 3 la violente attaque terroriste survenue à Tolkomari, une localité située dans la ville de Kolofata. Et c'est aussi cette information qui me permet justement de clôturer la revue de presse ce 13 novembre 2024 sur Info TV. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches que vous nous avez encore données ce matin. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Bonne journée à vous, parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, reste prudente car tout ce qui brille n'est pas or, ma petite. Merci Claudia Blériot. Il y a un grand événement qui se prépare à Douala. Ce sera le 14 décembre prochain. Il s'agit des awards nationaux de l'excellence en sa 4e édition. C'est donc une cérémonie de récompense des acteurs politiques, sociaux, sportifs et de reconnaissance de l'excellence des entreprises publiques et privées. Ce sera donc le 14 décembre 2024 à Douala, Somatel Hôtel du côté de Bali. Nous allons vous donner très régulièrement des informations sur ce grand événement qui se prépare donc à Douala, où l'on va célébrer l'excellence, où l'on va célébrer le mérite. Gardez déjà la date, ce sera le 14 décembre du côté de la cité, du côté de Douala. Les awards nationaux de l'excellence, ce sera donc justement la 4e édition. À tout de suite pour la suite.
avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous avons également cette annonce d'une importance capitale. Petit pays, le Rabat Rabi est donc à l'honneur. Il n'est pas à l'honneur. Il a tout simplement invité tous les Sawa à se retrouver dans son ranch du côté de Bomonon. Donc c'était à partir de 6 heures ce jour. Donc depuis 6 heures, les Sawa arrivent dans la maison, dans la résidence de Petit Pays à Douala. Ils vont réfléchir sur la problématique ayant trait aux Sawa. Ils vont réfléchir véritablement sur les rites. Ils vont réfléchir sur ce que les uns et les autres pourront appeler le retour aux sources des Sawa. Donc si vous êtes un Sawa, sachez tout simplement que vous pouvez aller du côté de Bomonon, au ranch de Petit Pays, où on va parler des problèmes qui concernent tous les Sawa du Cameroun, ou alors tous les Sawa à travers le monde. Et nous passons le microphone à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, la dénonciation de ce matin est rocambolesque. Je l'ai eu ce matin même. C'est une jeune dame qui est venue me rencontrer. Elle est dans la trentaine. À sa naissance, bien évidemment, on lui a présenté ses parents. Mais c'est il y a quelques jours seulement qu'elle s'aperçoit que celle qui lui a été présentée comme sa maman n'est pas sa maman, mais en fait sa tante, grande sœur de sa maman. L'histoire qu'on lui a racontée, c'est que sa mère véritable, qui était jusque-là présentée comme étant sa tante, l'a eu étant très jeune. Elle avait 14-15 ans au plus. Et pour couvrir en famille cette sorte d'ignominie, parce que vous savez, quand un enfant de 14 ans tombe enceinte, c'est présenté comme la grande honte. On l'a fait accoucher en catimini et la grande sœur a assumé, avec l'accord de la génitrice, la maternité. C'est elle qui a fait tout pour cet enfant. Il faut préciser ici que la grande sœur avait déjà des enfants, garçons, mais n'avait pas d'enfants filles. Elle a donc carrément adopté cette fille-là et lui a fait un acte de naissance comme étant sa maman. Elle lui a assuré toutes les études, toute l'éducation que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, la jeune dame a trouvé un bon mari. Comme on dit chez nous, un bon mari, ça veut dire... On comprend ce que ça veut dire. Oui, vous pouvez comprendre, il y a des gens ici sur le plateau qui ont ces allures-là. Donc elle a trouvé un bon mari. Et c'est à ce moment que la tante décide de révéler la vérité, entre guillemets, à la fille. La fille est très embarrassée. Elle n'en a pas encore discuté avec sa maman. C'est-à-dire... On se comprend, celle qui était présentée jusque-là comme sa maman, c'est sa tante qui lui a dit récemment qu'en fait, je ne suis pas ta tante. Je suis ta vraie génitrice. Je t'ai eu à l'âge de 14 ans par là et ma grande sœur t'a adopté et tout le reste. Elle-même s'interroge sur l'opportunité de cette révélation, ce d'autant plus que sa maman a toujours favorisé un rapprochement avec sa génitrice. Elle l'a souvent laissé aller chez sa génitrice, ainsi de suite, sans lui dire que c'était sa génitrice. Elle craint que ce soit les bons fruits du mariage qui s'annoncent, qui ont fait que sa génitrice vienne lui révéler cette information. Je vous ai dit qu'elle est dans la trentaine. Elle est donc venue me demander en catimini des conseils. Moi, j'ai décidé de poser le problème ici. Vous voyez, je n'ai pas cité le nom, afin que nous puissions donner des conseils. Quelqu'un est venu te demander les conseils et toi tu es venu dire à la télé. Oui, mais je n'ai pas cité son nom. Je n'ai pas dit qu'elle s'appelle telle. Bon, ça pourrait être une situation qui se pose à d'autres personnes. Peut-être que les conseils, probablement que les conseils qui seront donnés ici aideront des gens qui sont dans de telles situations. C'est un peu compliqué. Alors, les deux sœurs, elles s'entendent bien? Jusque-là, il n'y avait aucun problème. Maintenant, lorsque la vraie maman, entre guillemets, a annoncé cela à sa fille, est-ce que c'était en accord avec sa grande sœur? Non, du tout. Pas du tout. La grande sœur n'est même pas encore au courant. Oui. L'annonce a été faite. Elle n'est pas au courant que le secret de famille... Et la jeune dame est embarrassée. Très embarrassée. Elle demande conseil. Elle demande conseil. David Eboutou, vous avez suivi cette dénonciation. Votre commentaire?
D'abord, je crois que c'est pas inédit, c'est pas un récit qui pourrait surprendre pour qui est un ressortissant des peuples de la forêt comme moi. C'est des récits qu'on nous a souvent fait part. On a parfois grandi avec ce genre de témoignages. Et vous connaissez d'ailleurs la célèbre sagesse populaire de chez nous, qui dit que l'enfant n'est pas forcément le fruit du géniteur. Moi, si Kembie, moi, on un temps. Ah voilà. Et quand j'ai suivi attentivement le récit de Blériot tout à l'heure, on voit très bien que la maman, donc celle qui a élevé cette jeune dame-là, a véritablement intégré en elle le fait que cette jeune dame-là était sa fille. Tout à fait. Elle n'a jamais fait de différence, sinon je crois qu'elle aurait fait ce témoignage-là, Blériot. Elle n'a jamais fait de différence entre ses enfants et sa nièce, issus véritablement de ses trompes, et sa nièce. Donc, elle les a élevés dans une certaine dignité, dans une certaine éthique, et ce n'est qu'à la trentaine qu'elle découvre cela. Et donc, je suis d'accord quand on parle de l'opportunité de cette révélation. Et mais en même temps, je crois que j'ai quelques réponses parce que finalement, la révélation vient plutôt de la génitrice. Pourquoi depuis une trentaine d'années, la génitrice n'a pas cru bon d'interpeller sa fille ou alors de se rapprocher de sa sœur aînée pour lui dire écoute, il est venu le moment de dire la vérité à la Voilà pourquoi David Blériot, tout comme moi, nous soupçonnons le fait que la jeune dame, la trentaine, comme elle vient de tomber sur un monsieur bien, un mari bien, on comprend ce que ça veut dire au Cameroun. Je partage. C'est ce qui probablement fait en sorte que la vraie maman, entre guillemets, se dise que non, il est temps que j'entre en scène pour mieux profiter des fruits du mariage de ma fille. Je partage cet argument, bien que j'aurais voulu, je ne sais pas si la jeune dame a partagé cette confidence avec Blériot, qu'on nous dise si la maman, la génitrice, connaît quand même une situation d'aisance financière. Est-elle aisée? Non, du tout. Ah voilà. Donc la réponse le diable coule de source. Par la queue. La réponse coule donc de source. En réalité, aujourd'hui, voyant sa fille qui se retrouve dans une nouvelle famille financièrement stable, qui peut lui garantir une vie plus que meilleure, elle se dit c'est le moment de tirer le fruit de mon sacrifice maternel. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut voir cela. Maintenant, le conseil à donner à la jeune dame, je crois que finalement c'est le cœur qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Cette dame-là, j'ai cru sentir beaucoup de sincérité dans le témoignage qu'elle a partagé à Blériot. C'est-à-dire que s'il y avait eu un moment, quelques couacs, quelques anicroches, quelques soupçons de différenciation entre ses propres enfants et elle-même, je me serais dit qu'en réalité, chercher un moyen de se débarrasser de sa maman. Et que là, c'est l'excellent prétexte pour se mettre à l'écart. Mais là, elle a surtout mal parce que elle ne comprend pas pourquoi celle dont elle a pensé être sa véritable maman finit par être présentée aujourd'hui comme étant une maman de société alors que sa génitrice est toute une autre femme. Et c'est là tout le problème. Donc, je voudrais dire à cette jeune sœur qu'elle continue à accorder de l'affection à cette femme qui a tout fait pour elle, donc à la grande sœur de sa maman, à la grande sœur de sa génitrice. Qu'elle lui donne tout l'amour possible, toute l'attention qu'elle a eu à lui accorder jusqu'ici, et par reconnaissance, qu'elle se rapproche de sa maman filiale, de sa génitrice, et qu'elle lui tienne un discours sincère, qu'elle lui dise qu'elle n'était pas informée, et qu'elle ne saurait se rendre coupable de quelques arrangements qui, au fond, ne la concernent pas. Parce qu'il me semble que l'arrangement de donner cet enfant-là à sa grande sœur, elle était encore certainement à quelques mois. Peut-être même à la naissance. Voilà, à la naissance. Donc, en réalité, elle n'a rien concerné par ces formes d'arrangement. Et donc, qu'elle lui tienne un discours sincère, qu'elle lui dise que, chère maman, voilà, bien que c'est vous qui m'avez donné la vie, il y a aujourd'hui que je me sens davantage lié intimement et affectivement à l'autre maman qui, elle, m'a donné toute la maternité, toute l'affectivité que j'aurais voulu avoir durant toute ma trajectoire de femme. Et en cela, vous m'avez donné la vie et l'autre a sûrement et l'autre m'a élevé et l'autre m'a donné le sentiment d'exister, parce qu'il s'agit en réalité de cela. Donc je crois qu'elle doit s'atteler simplement
à entretenir un équilibre. Et il ne faut pas simplement qu'elle vienne se positionner comme celle qui va prendre position, parce qu'en prenant position, elle peut frustrer une partie. Et on ne souhaite pas que voilà, la famille aujourd'hui chute dans une espèce d'animosité, parce que voilà, vous savez comment ça finit toujours, pas des histoires de sorcellerie. Très bien. Donc je souhaite vraiment qu'elle reste équilibrée, mais qu'elle continue à accorder beaucoup d'affectivité, beaucoup d'affection, je veux dire, à la dame qui lui a donné toute la reconnaissance en tant que maman. Merci David pour votre regard. Lazare Zambo. David l'a reconnu tout à l'heure, hein, dans nos familles africaines, on a souvent connu ce genre d'affaires. Quel est le regard que vous jetez quand même sur l'attitude de la vraie maman, entre guillemets? Est-ce que la fille avait un souci? Non, elle n'avait pas de souci. Est-ce qu'elle était obligée, quelqu'un parlait de l'opportunité, de faire cette annonce donc à cette jeune dame? Est-ce que quelqu'un ne dira pas que non, cette vraie maman qui annonce cela à sa fille, elle est méchante? Oui, je ne sais pas, peut-être j'utiliserai d'autres mots. Il faut quand même dire que c'est un phénomène aujourd'hui de notre société. C'est-à-dire que ce qui caractérise aujourd'hui certains Camerounais, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau social, c'est la traîtrise et l'ingratitude. Hein, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui les Camerounais, c'est-à-dire vous cheminez ensemble, un peu comme le tandem Blériot aujourd'hui à ici. Et un jour, Blériot commence à vous donner des coups pour qu'on vous écarte. Il va déjà se passer comme la grande star, la seule grande star de cette émission. Mais pourquoi ce genre d'exemple? Et occuper votre fauteuil afin que ce soit lui le sac des modérateurs et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous avez des gens qui refusent aujourd'hui de rester à leur place. Puisque vous me posez la question sur la génitrice, à 14 ans, elle fait un enfant. Vous voyez que sa grande sœur s'occupait d'elle-même et de l'enfant s'occuper de son enfant. Et après tout ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? La fille a déjà dans les 30 ans. Oui, 30 ans plus tard, dès qu'il y a une petite odeur, n'est-ce pas, d'argent, n'est-ce pas, tout de suite, elle pense aujourd'hui casser les bons rapports, d'abord familiaux, et les bons rapports qu'entretient, n'est-ce pas, la fille avec celle dont elle pense que c'est sa mère génitrice. Et tout ceci pour de l'argent. Parce que je peux faire un parallèle parfois ici. Vous savez qu'il y a des filles également aujourd'hui, un jeune garçon fait un enfant avec elle. Bon, ils se sont pas mariés, mais dès qu'elle connaît un homme qui a de l'argent, n'est-ce pas, elle va dire à l'homme là que non, vraiment, il faut prendre mon enfant. C'est vous le père, le géniteur là, c'est un vaurien, c'est un salaud. Et on commence même à refuser que le géniteur rencontre cet enfant. Tout ça parce qu'on a déjà des intérêts, n'est-ce pas, du côté où la mère est allée en mariage. Vous avez toute la famille qui va se liguer, n'est-ce pas, contre le jeune garçon qui est le géniteur de l'enfant, pour dire, écoute, ne vous approchez plus de cet enfant, et ainsi de suite, il est bien élevé, bien éduqué de l'autre côté. Alors que vous voyez que, pour le cas d'espèce, vous avez cette tante qui joue le rôle de génitrice, qui n'a pas empêché que cette fille rencontre régulièrement la génitrice dont elle croyait être la tante. Mais maintenant, si à 30 ans, la génitrice pensait vraiment de bonne foi que ma fille est déjà assez grande pour pouvoir elle-même faire ses choix, et c'est peut-être le moment de lui dire la vérité, je crois que sera encore passé par sa grande sœur et expliquer le pouvoir à sa grande sœur et dire à sa grande sœur, il faudrait bien qu'un jour qu'on dise la vérité à notre fille, toutes les deux. Et je crois que c'est ça qui aurait pu être important. Mais là, on ressent qu'il y a quelque chose derrière, il y a le seul conseil que je peux lui donner, parce que j'estime que pour une femme qui a 30 ans, un peu comme l'a dit David tout à l'heure, je pense qu'elle est assez équilibrée. Et si d'ailleurs elle est venue demander conseil à Blériot, je crois qu'elle-même, elle a sa petite idée dans la tête, mais la sagesse voulant également
peut-être qu'on s'adresse à certains aînés. C'est pour cette raison que c'est rapproché des blaireaux. Moi, je crois que la seule chose qu'elle a fait, parce que je crois d'ailleurs que ça peut donner beaucoup d'émotions, de savoir déjà que celle qui était sa tante, c'est vraiment la génitrice, et de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est beaucoup d'émotions pour elle. Donc, comme l'a dit David, il faut simplement trouver un équilibre. Je crois que elle doit continuer. Il y avait un amour qu'elle donnait à celle dont elle pensait que c'était sa tante. Il y avait un amour qu'elle lui donnait, qu'elle continue de lui donner cet amour. Il y avait également cet amour qu'elle donnait à celle dont elle pensait que c'était sa génitrice, qu'elle continue simplement de lui donner cet amour. Je crois que ce que sa mère génitrice lui a dit doit passer au-dessus de sa tête. Elle doit continuer de rester focus dans la famille. Lazare, moi oui. je vais aller sur quelques faits, hein, parce que je n'aime pas être aérien, parce que l'affaire est sérieuse. On vous fait comprendre, et c'est un détail important, qu'il y a un monsieur qui s'est amené dans le jeu. C'est le mari de la jeune dame. Et apparemment, le monsieur est fortuné. Très bien. Je prends un exemple. Si elle n'est pas encore mariée, elle est mariée. Fiancée. Fiancée. Très bien. Ça veut dire la dot est en téléchargement. Et il y a alors la dot, il y a souvent des enveloppes d'argent qu'on donne. Qui percevra l'enveloppe? Quand il voit les yeux de la génitrice, qui va percevoir l'enveloppe d'argent? Mais oui, on a souvent vu des situations similaires. J'ai dit simplement qu'il faut être clair, parce que ce que la mère génitrice vient de créer, c'est qu'il peut avoir une cassure. Est-ce que ce n'est pas une forme de sorcellerie qu'elle vient de créer? Bien évidemment, parce qu'il peut avoir une sorte de cassure. Peut-être elle peut continuer de pousser le bouchon. Plus loin? Oui, et créer une véritable cassure, n'est-ce pas, au sein de la famille. Donc, il faut faire très attention. Et parfois ici, si en pareille situation, vous êtes le beau-fils, parfois la belle famille peut vous embarrasser. Oui, vous êtes très embarrassé. Voilà, même à vous le beau-fils. Mais j'ai dit qu'il faut, et il n'est pas question d'être aérien, mais il faut que la fille elle-même puisse gérer cela. Elle a déjà 30 ans. N'est-ce pas? Elle a déjà 30 ans. Je crois qu'elle est capable de dire des choses à sa génitrice, de faire ses choix. Est-ce qu'elle ne peut pas simplement dire à cette fameuse génitrice, j'ajoute fameuse, que bon, vraiment, c'est bien. Que c'est comme c'est toi qui m'as couché, c'est bien. Il te dit, mais merci. Mais moi, je vais continuer à considérer la dame qui m'a élevé comme ma vraie maman et ne me dit plus ce genre de choses un autre jour. C'est pas bon? Je crois que c'est ce qu'elle doit faire. Voilà. Je crois que ce qu'elle doit faire, elle doit continuer de considérer l'autre comme... C'est sa maman. C'est sa maman. Apparemment, même, elle lui a donné beaucoup d'amour. Mais oui, c'est sa maman. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le monsieur, ça rentre toujours dans le cadre des fruits qu'elle récolte en rapport avec l'éducation, n'est-ce pas, qui lui a été donnée, n'est-ce pas, par cette femme. Et donc, moi, je crois qu'il le faut, parce que j'ai dit que on a plein d'exemples similaires où vous avez des génitrices. Moi, j'en connais une qui, seulement parce que son fils, finalement, allait en Europe, elle vivait à Essos. Elle a laissé un enfant avec le père géniteur en Kondongo. Elle a laissé un enfant de 3 ans. Elle a Essos, le père géniteur en Kondongo. Jusqu'à ce que cet enfant atteint 22 ans, elle n'a plus mis les pieds en Kondongo. Vous vous rendez compte? Jusqu'à ce qu'un oncle prenne cet enfant et l'amène en France. Quand elle a appris que cet enfant est en France, c'est à ce moment qu'elle est arrivée en Kondongo pour dire qu'elle veut le numéro de cet enfant. Et quand elle a appelé cet enfant, écrit, cet enfant lui a dit, vous n'êtes pas ma mère. Il faut avoir le courage de le dire. Très bien. Merci. Alors, Pierre Bleriot-Niemek, situation légèrement complexe que nous avons sur la table ce matin. La jeune dame demande au conseil. Que doit faire la jeune dame? Elle doit être dure, comme propose Lazare Zambo, ou alors elle doit savoir manier la carotte, probablement avec le bâton. Oui, mais vous avez bien décrit situation légèrement complexe parce qu'elle n'est pas si complexe que ça. Mais moi, j'ai aimé l'introduction de Lazare Zambo qui a pris un exemple qui n'est pas factuel, mais qui pourrait arriver. Il parlait de parfait ici et de Bleriot-Niemek. Il dit, bon, voilà.
Il décrivait comme une situation carrément fantasmagorique qui serait arrivée. Je m'appuierai sur un tel exemple pour donner mon conseil. Pas à l'endroit de Zambo, mais à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez bien imaginer que ce genre d'idée n'aurait pas manqué dans une maison comme celle-ci. Mais quelle a été ou quelle a pu être la réaction de Niemek? La dignité demande que vous ne récoltiez pas sur le champ où vous avez permis à quelqu'un d'autre de s'aimer. Si vous prêtez le champ à quelqu'un, la terre, vous lui dites de s'aimer, vous laissez qu'il ait fini de prendre toute sa récolte. Sinon, vous êtes un voleur, vous êtes un bandit. Vous ne venez pas lui créer des situations quand il a fini de s'aimer pour dire que donc, je reprends ma terre. On se comprend là? Vous le laissez récolter parce que vous lui avez cédé la terre pour qu'il plante. Je crois que la jeune fille comprend exactement. Sa mère est celle qui est la propriétaire de la terre. Sa mère qui l'a élevée est celle qui a semé. Et Lazare l'a dit, la fille est le produit d'une éducation qui a plu à cet homme qui a les moyens. Cette maman, la deuxième maman, la génitrice, a d'autres filles qui n'ont pas encore trouvé ce genre de mari. Elle se retourne maintenant pour aller récolter là où elle n'a pas semé, au prétexte que la terre lui appartient. La terre peut lui appartenir, mais en dehors des semences. Ce n'est pas elle qui a semé. La gêne vient de ce que on a construit une idée, les liens de sang. Si je dis ce que je pense des liens de sang, on va trouver que je suis trop dur, mais je vais dire. Moi, j'estime que nos parents, moi-même je suis parent, 15 fois, donc mais mon père et ma mère réunis, j'ai fait plus d'enfants que les deux. Le 16e en télécharge. Voilà, le 16e en télécharge. Bon, quand tu le dis là, on va aller me poser des questions. Ah bon, ça vient de quel côté? Tu n'as pas signalé, donc. En tout cas, il y a aussi, non, le 16e arrivera. Mais je compte en faire, avec la grâce de Dieu, 22. Alors, oui. Je suis donc père. Moi, je n'estime pas que j'ai donné la vie à mes enfants. J'estime que j'ai pris du plaisir avec mes femmes et que les enfants sont arrivés. J'estime pour les femmes qu'elles avaient quelque chose dans les entrailles qui voulaient sortir et elles avaient mal. Elles ont laissé que l'enfant sorte. C'est pas ça donner la vie. Chez moi, donner la vie, c'est assurer la vie. Je vous le dis pourquoi. On a vu plusieurs jeunes filles qui ont poussé, l'enfant est sorti. Oui. Elles sont allées mettre à la poubelle. Oui. Vous appelez ça donner la vie? Dans les WC. C'est ça, donner. Parce que si c'est seulement... En fait, la femme fait sortir l'enfant parce qu'elle a mal. Et les contractions ne dépendent pas de nos mamans. Les contractions sont un phénomène physiologique qui s'engage, que ta maman veuille ou pas. Tu engages la sortie. Donc, il n'y a aucune dette. Parce que ta mère a pris un plaisir à faire l'amour. Toi, tu es en... Il n'y a pas de dette. Ta mère écoute l'émission. Je dis que jusqu'à ce qu'on se comprenne bien. Entre la grossesse, parce que les femmes aiment dire 9 mois. Non, c'est toi qui avais ton plaisir. Et puis lui, il est venu avec sa nourriture dans ton ventre et tout. Il a même prévu sa nourriture dans tes seins. Donc tu ne lui as rien donné. Quand il a voulu sortir, tu avais tellement mal que tu étais obligé d'ouvrir les jambes pour qu'il sorte. Ce n'est pas ça, donner la vie. On donne la vie à partir de la naissance. C'est-à-dire les soins que vous accordez à vos enfants. C'est ça, donner la vie. Si quelqu'un sort comme la chèvre fait sur le méba, le serpent aussi pond. Il laisse les trucs. Est-ce que les parents qui se comportent comme... Vous savez comment le serpent fait? Il monte sur un arbre. Ouais. Il fait tomber ses œufs. Quand l'œuf se casse, le petit serpent sort. Le petit du serpent sort et il part. C'est pour ça qu'il n'y a pas la famille des serpents. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas en famille, le père, la mère et les... Donc si vous faites seulement sortir de vos entrailles, on dit chez nous les Bassards que vous avez fait la naissance du serpent. Vous n'avez pas donné la vie. La vie, vous commencez à la donner à partir des cris de l'enfant que vous écoutez, des soins que vous accordez à l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Vous lui avez donné la vie, y compris l'éducation et tout le reste. Dès qu'on a compris ça, moi l'affaire que c'est toi qui m'avais accouché ne suffit pas. Tu m'avais accouché comment? Je t'avais demandé à venir, je ne sais pas. Tu faisais l'amour. Dans le cas de mes parents, on dit qu'ils ont fait l'amour, un lit s'est cassé. Donc vous faisiez l'amour et puis vous cherchez le plaisir. C'est terrible. Oui.
Bon, mon père se trouve en ce moment dans mon domicile. D'accord. Il suit l'émission, il sait que ils avaient cassé un livre. Donc, vous faisiez l'amour. Je suis né parce que moi, déjà, j'avais une tête difficile, je poussais, et puis tu avais mal, je suis sorti. Mais ma mère, Ngoyemek, m'a donné la vie parce qu'elle a donc commencé à s'occuper de moi. À me donner son sein, elle allait à l'école normale de Ngoumou. Elle a été obligée de commencer à chercher le lait, mon grand-père, mon génie. Donc, c'est là qu'ils m'ont donné la vie. Ils m'ont encadré, ils m'ont éduqué. Si tu n'as pas fait cela, tu n'as pas donné la vie. Merci. Donc, la solution, elle est simple. Et puis, il y a maintenant de la méchanceté dans l'acte. De fait de venir dévoiler seul. Quand on a pris la décision, on n'était pas seul. Pas du tout. On s'était concerté. Toi, tu sors maintenant, tu viens me dire, toi seul, ce n'est pas ta génitrice, c'est moi ta génitrice. C'est une sorcière. La génitrice est une sorcière. Très bien. Il faut le lui dire. Et il faut s'en éloigner. Il faut, pour moi, les trucs que vous dites qu'il faut, il faut s'éloigner de cette sorcière. Et rentrer chez ta maman, expliquer à ta maman ce que la sorcière t'a dit. Dis-lui que ta sorcière de petite soeur m'a dit que elle est ma génitrice. J'ai entendu ça. Je ne veux pas que tu entendes ça de quelqu'un d'autre. Et renforcer les liens avec ta maman. Pour que la sorcière, là, qui voit déjà Moumino Koué, l'homme qui est riche, voilà, elle voit déjà les choses. Voilà, la récolte arrive. Vous parlez de la dot en téléchargement. Elle voit les grosses mamites qu'on donne souvent pour la belle-mère. Les porcs, ainsi de suite. Elle est déjà arrivée à ce moment. Les pains. Il faut même la priver désormais des attentions dont elle bénéficiait jusque-là, comme étant tante. Parce qu'elle vient même de gâter sa qualité de tante. Merci Blériot. On a connu un cas dans le monde du football professionnel, un célèbre joueur, Balotelli, qui avait été abandonné par son papa à la naissance. Balotelli est devenu un joueur d'envergure mondiale, avec tout ce que cela comporte comme argent. Un bon matin, son père est revenu. Il a dit, mon fils bien-aimé, voilà. Je ne pouvais pas t'abandonner, mon fils. Balotelli l'a regardé, lui a dit, comme je vais fermer les yeux, dès que j'ouvre à nouveau, il ne faut plus que tu vois devant moi. Voilà. mais oui, vous savez, un célèbre homme politique, même qui était dans le domaine du sport au Cameroun, de regretter mémoire. Je ne dévoile pas un secret puisqu'il le disait dans les médias. Sombe Yenga. Même chose. Et Sombe Yenga a dit, son père est venu le voir. Il était déjà. Dieu sait que Sombe était un grand monsieur qui avait de l'argent. Il a travaillé dans les impôts. Oui, tout à fait. Il y a un côté où j'ai aimé Sombe Yenga. Quelqu'un vient se présenter devant lui comme étant son père, alors qu'on sait qu'il est Mvogada. Vous vous rendez compte? Quelqu'un veut venir dire à Mvogada que vous n'êtes même plus Mvogada. Vous êtes venu à Famba. Vous êtes venu. Vous êtes Gangou. Voilà. Dans les révélations, mais là, je ne vais pas donner les noms. Comment le dit fils Mvogada? Vous sortez d'où? Je ne vais pas donner les noms. Dans la même veine. Nous avons une grande personnalité, très grand journaliste, l'un des pères du journalisme camerounais, devenu même ministre. Donc quelques-uns voient déjà. On voit déjà, puis ils sont pas nombreux. Son géniteur était journaliste. Son géniteur était journaliste. On dit que fasciné par son... Il ne savait pas que c'était son géniteur. Il admirait un monsieur qui parlait à la radio. Et il a dit à sa mère, j'aime tellement ce monsieur. Sa mère lui dit, je vais t'étonner, c'est ton géniteur. Il dit à sa maman, non, c'est pas possible, comment? Sa mère lui dit, c'est ton géniteur. Il est allé rencontrer son géniteur. Son géniteur lui a dit, bon, voilà, j'avais eu des relations avec ta mère, sauf que là, maintenant, j'ai déjà une famille, je ne veux pas le désordre. Tu ne peux plus t'intégrer comme ça, c'est difficile. Le gars était frustré. Il a décidé de faire le métier de son géniteur. Il est devenu meilleur, le meilleur au Cameroun, lui. Et il est même devenu ministre de la Communication. Alors, ministre de la Communication, un jour, son géniteur, encore journaliste, a demandé une audience. Ah, lui, il était devenu ministre de la Communication. Et son géniteur était encore journaliste. Oui, et son géniteur a demandé une audience. Il a écrit ton papa. Il a demandé qu'on aille remettre le document à son géniteur et qu'il mette son nom. Qu'il mette le nom qu'il connaît. Le monsieur a mis le nom. Il a reçu son géniteur comme journaliste. Il lui a donné un certain nombre de facilités. Il a aidé ses frères de l'autre côté. Mais le malheur a voulu que son géniteur vive jusqu'à 105 ans. Mais lui, il est mort
beaucoup plus tôt, avant son géniteur. Ouais. Quand il était gravement malade sur le lit, son géniteur priait pour que Dieu le prenne à la place de son enfant. Voilà. Dieu n'a pas accepté, Dieu a pris l'enfant. Et on l'a enterré chez sa maman. Tout à fait. Merci Blériot. Lisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Parfait Haïti et bonjour à ton panel de démineurs. S'agissant de la dénonciation, je pense qu'il ne faut pas insulter la mère biologique, même si elle a mal agi. Corriger le tir équivaudrait à lui demander de voir la maman qui a élevé la fille et lui faire part de son envie d'informer sa fille, même si le mal a déjà été fait. Que la fille n'entre pas dans la bagarre des grandes personnes. Qu'elle soit heureuse d'avoir deux mamans et qu'elle les aime comme avant. Je suis assez étonné de voir un spot publicitaire. Mais C'est sa télé. Monsieur ou bien madame, c'est vous qui tamisez les pubs qui passent à Info TV? Incroyable. Elle ouvre sa télé, c'est tout. Les gens débordent quand même. Faut le dire. Lisons un autre message. Allons au 243. C'est le Congo. Le Congo. Le 243. C'est le Congo? Ouais. Oui, c'est le Congo. Congo-Kinshasa. C'est le Congo-Kinshasa. Bonjour au panel. Par rapport à la dénonciation du jour, je pense qu'on ne doit pas incriminer la maman biologique puisqu'elle n'avait pas renié sa fille. Il y a une race de femmes qui vient la défendre. Voilà. Alors, autre message ce matin. Bonjour, l'actuel maître de la modération. Bonjour à ton prestigieux panel. Parlant de la dénonciation, Monsieur Haïti, je me souviens d'un témoignage sur une chaîne TV ivoirienne de l'histoire d'un homme dont, parce qu'il galérait, a été abandonné avec sa fille de 2 ans et un bébé de moins d'1 an par sa femme, et qui était allé se chercher ailleurs. 25 ans plus tard, ils se sont retrouvés sur le plateau TV. Le père, ayant réussi sa vie, est désormais remarié, plus conciliant, voulait bien que les enfants gardent juste contact avec la génitrice. Les 2 filles ont catégoriquement refusé et elles l'ont renié en direct. Certains mauvais parents sont des marabouts. Bonne suite d'émission. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Bonjour à tous. La fille doit savoir que sa mère est celle qui l'a élevée. Sa génitrice croit qu'elle peut avoir d'autres avantages. Voilà pourquoi elle fait cette révélation. Elle ne doit pas juste oublier qu'à 14 ans, elle ne l'aurait élevée jusqu'à ce qu'elle obtienne tout ce qu'elle a eu aujourd'hui. Qu'elle traite les deux au même pied d'égalité, sans autre forme de discrimination. Le pire encore, c'est lorsque le papa venait à réclamer sa paternité. Pas besoin de la qualifier de sorcière Niemek, parce qu'elle ne l'a pas abandonné dans la poubelle comme le font certaines. Le sang, c'est le sang. C'est quand même normal qu'elle sache qui l'a réellement mise au monde. C'est Alexandre. Autre message. C'est déjà un prénom qui ne me rappelle pas de bonnes choses. Hein. Comment ça? Alexandre. Bonjour à tout le panel. Je pense que pour couper court à ce débat, il est important de savoir qu'il existe une grande différence entre la génitrice qui est celle qui peut uniquement donner naissance à l'enfant en se délectant de toute charge et la mère qui prend soin de l'enfant, ce qui englobe éducation, scolarisation, présence et autres. Personnellement, la génitrice n'est pas un être à réellement considérer. Elle peut avoir le mérite d'avoir donné naissance à l'enfant et pour cela, on lui dit merci. Autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout ton panel. Chaque jour, une bouteille de champagne doit être posée là devant Monsieur Pierre Blériot. Il est trop vrai. Oh, you are the best, Mr. Blériot. Il commence à la poser. C'est dans votre tête la bouteille de champagne. Autre message. Bonjour, très belle émission. Tonton Blériot, merci beaucoup pour la franchise. Tu as tapé sec. L'enfant est pour celui qui l'a éduqué. Fabrice Ateba du côté de Yaoundé. Un autre message. Que dit Jean Onomo depuis Douala? Bonjour parfait et à tout le panel. Cette histoire me semble floue, c'est-à-dire pas trop clair. Comment jusqu'à 30 ans un tel secret peut être gardé? Est-ce vraiment possible? Je le répète, jusqu'à 30 ans, même un oncle ou une sœur éloignée n'aurait pas déclaré le secret.
Et comme le dit David, il y a des secrets qui se gardent jusqu'à la mort. Hein. Si lui-même pas fouillé dans sa famille, il risque de découvrir des secrets. Non, sur lui-même. Sur lui-même. C'est-à-dire que s'il fouille même sur lui-même. C'est pour ça que nous on dit de ne pas te retourner. Bonjour à tout le panel. Et s'il s'avère que la génitrice a discuté avec sa sœur quelques années avant, jusqu'aujourd'hui, et que la deuxième maman n'a pas été d'accord, comment faire dans ce cas? Parce qu'au nom de l'argent, vous accusez la dernière, alors que les vrais coupables sont les grands-parents de cette fille qui ont manigancé cela. Bonjour les démineurs, mon frère Eboutou Abandoman s'exprime bien et valorise son alliance. Incroyable. Concernant la dénonciation du jour, la jeune fille doit continuer à vivre normalement en considérant sa tante comme sa mère et sa génitrice comme sa tante. Et toi, de Garoua. Autre message ce jour. Bonjour le grand perfecto. La jeune fille de la dénonciation a fait un geste de sagesse en vous présentant son histoire. Qu'elle soit reconnaissante vis-à-vis de cette maman qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Attention aux oiseaux de mauvais augure. Salutations fraternelles à votre plateau. C'est Makombe de Mobile Kondangui et qui envoie cette préoccupation. Prenons un peu les tout premiers messages de cette émission. Il y en a qui se plaignent souvent. Alors, que dit ce téléspectateur? Rapidement, donc, je prends ce message. Alors, le message veut s'enfuir, mais je vais le rattraper. Pour la dénonciation du jour, je pense que la fille de 30 ans devrait comprendre que c'est l'attitude des Noirs que sa mère génitrice manifeste là. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir des gros moyens actuellement qui pousse cette maman-là à faire de telles révélations. C'est de la sorcellerie, ça, et même de la grosse ingratitude. Mais s'il faut donner un conseil à la fille de 30 ans, qu'elle laisse son cœur parler et qu'elle agisse en personne raisonnable. En Ewondo, on dit, Mwana Sikembie, Mwana ne 20 ans. C'est Christian Amba à Ebralawa qui envoie donc cette préoccupation. Allons au 241. C'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour, je m'appelle Samuel. C'est Samuel Eto'o? Alors, il n'a pas dit, ça peut être le 9, hein. Alors, bonjour, je m'appelle Samuel, depuis Bitam. Le conseil que je peux donner, c'est qu'elle devrait toujours considérer sa nièce étant sa fille et garder le secret, quel que soit le comportement de sa tante. Autre message ce jour, bonjour. Alors, bonjour, parfait. Et à ton panel, pourriez-vous nous faire honneur et nous inviter sur votre plateau, Monsieur Chantal Roger Tuilé? Il nous manque beaucoup. C'est Joseph Eyango, fidèle téléspectateur d'Info TV de Douala. Chantal Roger Tuilé. Je l'ai vu hier sur un plateau de grand soir ici. C'est un grand frère, Chantal Roger Tuilé. Donc, il était là hier. Oui. Bon, on voit, on l'invitait même parfois à libre expression. Il est difficile, il est difficile à maîtriser. Faut dire ça comme ça. Je vais d'abord causer avec lui en off. Voilà, je suis sûr que tu lui me regardes. Voilà. On va d'abord s'entendre. Même si vous entendez, c'est un peu comme Baïbega. Voilà. Vous finissez de vous entendre. Qui dit d'accord? Le principe est acquis. Après. Elle avait fait ça sur un plateau de télévision. Je vais te taire le nom de cette télé. Il y a pratiquement 5 ans. Il faisait comme il a l'habitude de faire là sur les plateaux. Le présentateur n'en pouvait plus et le présentateur a stoppé l'émission. Il a pris une transition. On a commencé à balancer la pub et il a donc commencé à parler à Baïbek en off, en disant à Baïbek, professeur, je vous dis, vous n'allez plus faire ça sur ce plateau. Et si vous le refaites sur ce plateau, je vais prendre des mesures rigoureuses à votre égard. Je ne tolérerai plus ce genre de désordre. Baïbek était très calme, très assidu. Il a dit au présentateur, j'ai compris. Le présentateur a dit, bon, on revient sur le plateau. On revient sur le plateau et le présentateur commence, disons, par Baïbek, sachant que Baïbek est revenu à des meilleurs sentiments. Le professeur Baïbek prend la parole et dit, je veux prendre tous les téléspectateurs à témoin. Quand on vient de me menacer dans cette chaîne de télévision, au moment où on a mis la pub, on a failli me fouetter. Je dois le dire. Le présentateur ne pouvait plus rire.
À tout de suite pour la suite. À l'extrême nord, le corps national des sapeurs-pompiers, au cœur des opérations de sauvetage, sous la supervision du général de brigade, commandant le corps national des sapeurs-pompiers. Documentaire exclusif sur les actions civilo-militaires qui redonnent du sourire aux sinistrés. C'est à suivre ce lundi, mardi, jeudi et vendredi à 19h20 sur Info TV. Du 22 au 24 novembre 2024, mesdames et messieurs, venez assister à l'événement spirituel majeur dans la capitale économique du Cameroun. Voici l'un des prédicateurs les plus étonnants de l'Afrique, l'un des prédicateurs les plus prolifiques et les plus dynamiques du continent. En une année, poussé par le Saint-Esprit, il revient au Cameroun, mais dans la capitale économique. C'est la grâce Oto qui descend sur la terre camerounaise, la terre natale, le pays qui a vu naître l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'arrive à Douala au Cameroun avec le feu et le tonnerre de Dieu dans mes yeux. Ça sera le changement de l'esprit avant la fin d'année. 2 mois chrono pour que ta vie change. Et je viens avec cette onction pour changer ta vie complètement. Dis à quelqu'un, Baba Oto confirme sa présence à Douala au Cameroun. J'arrive avec le feu dans mes yeux. Sois mon invité. Tu es béni. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez-vous à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites
et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Vous avez 40 ans et plus, profitez de la campagne de dépistage gratuite du 13 au 15 novembre 2024 de 8h à 15h à l'hôpital de district de Biomassi par des médecins spécialistes. Cancer et autres maladies de la prostate, diabète, hypertension artérielle, obésité, etc. Attention, c'est 100% gratuit, pourtant la santé n'a pas de prix. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné tous les matins de lundi à vendredi 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt ce matin pour évoquer la situation ayant trait au train de vie de l'État du Cameroun. Nous nous posons la question, celle de savoir si l'on devrait réduire ce train de vie de l'État. Je commence par vous, David et Boutou. Ils sont nombreux qui pensent que l'on dépense un peu trop pour ceux qui travaillent pour l'État et tout ce qui va avec. Globalement, ils appellent cela le train de vie de l'État du Cameroun. On trouve qu'il est excessivement haut et qu'il faudrait absolument le réduire. Quel est le regard général que vous jetez d'abord sur ce train de vie de l'État du Cameroun? D'abord, tout le monde peut remarquer qu'effectivement, nous avons un État extrêmement dépensier. Nous avons un État, à travers ses hauts fonctionnaires, qui justement vit dans un lucre, dans une ostentation qui ne dit pas son nom. Mais ce côté ostentatoire de l'État, de mon point de vue, se remarque et se palpe au quotidien parce qu'il y a un grand hiatus entre la petite oligarchie institutionnelle qui justement vit et profite des avantages de l'État et le grand peuple qui croupit dans la misère, qui observe cela et se pose des questions basiques. Comment l'état général du pays peut être autant dégradé? Comment le pays peut s'enfoncer au quotidien avec ce que l'on voit? Et qu'en face, il y a une petite oligarchie qui est là, qui semble vivre dans une île au milieu du Cameroun et qui ne semble pas être concernée par les problèmes des Camerounais. Je racontais à quelqu'un tout à l'heure, parce qu'annonce tout à l'heure, vous nous parliez un peu de vos voyages à l'international et je voulais vous lancer avant que nous revenions sur le plateau pour vous dire qu'il y a un petit constat, un petit dégoût qui habite chaque personne qui sort du Cameroun et qui entre par nos mêmes voies d'entrée, c'est-à-dire les aéroports. Quand vous arrivez, que ce soit en Simalem ou bien à l'aéroport international de Douala, vous êtes comme frappé par un dégoût terrible. Les aéroports n'ont pas de climatisation, vous attendez des bagages qui viennent dans une espèce de machine qui tourne, qui fait un mauvais bruit, et tout de suite, dès que vous sortez, c'est des routes extrêmement calamiteuses qui vous accueillent, c'est des aides partout. Regardez par exemple l'aéroport de Douala, c'est terrible. Et quand vous voyez ça, vous regardez l'état de lucre dans lequel vivent quand même nos gouvernants, et qui voyagent tous les jours en empruntant les mêmes aéroports, vous posez des questions basiques. Pourquoi on ne peut pas au moins concentrer ou alors prendre un peu de ce lucre-là de l'État, de ce petit budget-là qu'ils utilisent et qu'ils en abusent pour justement le dispatcher dans des secteurs vitaux qui en fait nous amènent à vivre au quotidien la route, les hôpitaux, etc. Ce que je veux dire, c'est que il me semble que ce que nous constatons là est le fondement même du régime du renouveau. C'est-à-dire que si le régime du renouveau a pu se maintenir pendant 42 ans, si effectivement il y a une certaine longévité qu'on veut souvent expliquer pour ce régime-là, c'est parce que le régime du renouveau, quelque part, a compris qu'on peut prendre certains individus qui peuvent vivre au-dessus du dos de l'État et donner l'impression que en entretenant ces individus-là, qui à leur tour vont entretenir une petite cour, cela va nous entretenir dans un mirage qui finirait justement par avoir des prébendes politiques à ce régime du renouveau-là. Parce que le constat est quand même terrible. D'un point de vue institutionnel, vous savez par exemple que il y a une disposition de la loi qui revient, qui m'intrigue. Personne, je ne sais pas si ça intrigue tous les autres. Chaque fois que quelqu'un est nommé chef service, directeur d'administration centrale, EG, je ne sais pas trop quoi, une loi, un décret, ou je ne sais pas trop quoi, il y a une disposition. L'intéressé, l'article 2, aura droit à tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur. Non, on parle même d'avantages de toute nature. Oui, avantages de toute nature. J'ai l'impression que cette petite disposition rend presque fou ceux qui bénéficient des décrets, des nominations. Mais j'oublie quand même qu'il y a quand même la fin qui dit prévu par la réglementation en vigueur. Non, je crois que là, ça ne dit pas. Voilà, on ne lit plus. Je crois qu'on ne lit pas. Mais dès qu'on a entendu avantage de toute nature, vraiment, on est dans l'extase, on est dans l'euphorie. Et la suite, c'est quoi? C'est que quand vous regardez le lucre, effectivement, dans lequel vivent nos fonctionnaires, en fait, d'un certain niveau, pas tous les fonctionnaires, vous remarquerez quand même que le Cameroun est un État dans l'État. Quand vous voyez le niveau
d'avantages qui accompagnent parfois un simple directeur d'administration centrale, et vous remarquez et vous regardez un peu ce que le même budget, comment le même budget peut être mobilisé pour être dévié et consacré sur d'autres activités vitales, comme j'ai rappelé tantôt, les routes, etc. Vous dites qu'il y a problème. Parce que, vous savez, quand je disais tout à l'heure, mon cher Aïssi, que je crois que le problème est institutionnel et entretenu. Un exemple qui me revient en tête chaque fois que j'évoque ces questions-là, c'est le trop-plein d'institutions. Le trop-plein d'institutions qui amène parfois certaines institutions à se marcher sur d'autres institutions parce que partageant les mêmes prérogatives. Est-ce que vous avez lu les textes qui créent par exemple une institution comme l'API? Vous connaissez l'API? Non. L'Agence de la promotion des investissements. Ah, l'API. L'API. Qui avait à sa tête il y a encore quelques temps. Oui, une dame, elle est décédée. Madame Minja, elle est décédée. Allez-y confronter les dispositions, les prérogatives de l'API avec la SNI, la Société nationale d'investissement. Vous allez retrouver que ces décisions qui a pour éternel DG Madame Yawa ici. Alors vous allez donc retrouver des dispositions qui se marchent et des prérogatives qui se marchent dessus. Et cela interroge. Est-ce que ces gens font exprès de multiplier des institutions, ou alors chaque institution a des prérogatives spécifiques pour le bien-être des populations, pour le bien-être du Cameroun, etc. La réponse est non. Pour la simple raison... Vous allez chuter. Oui, pour la simple raison que la création d'une institution sous le renouveau n'obéit pas à une simple théorie que l'on connaît en économie, c'est-à-dire qu'il y a une demande et puis on apporte voilà, une disposition claire pour répondre à cette demande-là. Je crois plutôt qu'on crée des institutions pour récompenser. C'est-à-dire que la logique de création institutionnelle au Cameroun obéit davantage à une récompense. Et donc, ce sont ces positionnements donc, qui amènent les uns et les autres, notamment les maillons, les acteurs, qui se retrouvent dans ces appareils-là, à se dire qu'on nous a placés là pour servir le maintien au pouvoir d'un homme. Et donc, à utiliser les fonctions, ou alors ce que nous donne la fonction, pour travailler au maintien d'un homme. Et la suite, c'est ce qu'on connaît. C'est-à-dire que celui qui arrive et qui sait qu'il peut dégager un peu pour le mettre au service d'un homme, il peut donc utiliser l'autre part pour lui-même. Et le peuple qui regarde cela à distance constate donc qu'il y a une oligarchie institutionnelle qui en fait s'empare de tout et crée le hiatus que l'on voit aujourd'hui. Parce qu'on n'aurait pas dû parler de ces questions-là si, effectivement, ces hiatus-là ne se verraient pas, n'étaient pas visibles au Sénégal. Par exemple, vous savez très bien, il y a des gens qui détournent un peu de partout, mais on ne voit pas très bien la différenciation, ou alors le creux, le fossé qu'il y a entre ceux qui sont à des postes, à certains postes, et qui détournent au quotidien, et la grande misère des populations. C'est ce qui fait problème. Merci, Dr David Eboutou. Lazare Zambon. Depuis un certain nombre d'années, vous et moi qui sommes journalistes, nous en parlons au niveau de nos plateaux de télévision, mais nous avons la nette impression que nous ne sommes pas écoutés. Nous allons prendre quelques clichés. Et il y a quelques jours, on nous renseignait encore que dans une structure publique, on était en train d'acheter le véhicule du principal manager à pratiquement 130 millions de francs CFA. Un véhicule. Et David parlait tout à l'heure de simples directeurs d'administration. Je ne parle même pas de ministres, hein. Nous ne parlons même pas de secrétaires généraux. Quand vous voyez un peu leurs avantages, les véhicules de 80 millions, 100 millions, 70 millions, dans un état pauvre et très endetté, est-ce que ça ne donne pas froid au dos? Ah, bon, je ne sais pas si ça donne froid au dos dans la mesure où ce qu'on peut appeler le peuple d'en bas, n'est-ce pas, acclame, n'est-ce pas, ces riches-là. N'est-ce pas, c'est pour les barbines quand on voit un oncle du village arriver avec un gros véhicule. Et parfois on s'en vante pour dire que le véhicule d'ici, excusez-moi, toujours de prendre l'exemple sur vous, dit que est-ce que vous connaissez la dernière trouvaille d'ici? Il a un nouveau véhicule qui coûte 120 millions. Et quand il arrive au village, vous voyez de nombreux badauds qui le suivent. Qui contemplent. Voilà, il y a des mamans qui vont arriver avec la nourriture. Et d'ailleurs, quand il doit revenir en ville, n'est-ce pas, il y a ceux qui viennent avec les régimes de plantain, n'est-ce pas, de la viande boucanée et tout ça.
Bref, mais ce que je vais dire, parlant de la réduction du train de vie, n'est-ce pas, de ces hommes-là, de ces hommes et femmes, le président de la République lui-même en a parlé déjà. Alors, si le chef de l'État en parle, bon, ça veut dire que vous avez évoqué, n'est-ce pas, les dénonciations des journalistes. Alors, si le chef de l'État en parle, ça veut au moins aussi dire qu'il donne raison, n'est-ce pas, aux journalistes. Mais voyez-vous, parfait. David a parlé du renouveau tout à l'heure. Et il y a une idée qui m'est venue dans la tête en allant vers la politique. C'est que lui qui est panafricaniste, si on remonte à l'histoire de Sankara, il a été assassiné. Et l'histoire vous dit que voilà un bonhomme, il y avait un petit véhicule à l'époque que même les étudiants du Cameroun pouvaient s'en acheter, c'était la Renault 5. N'est-ce pas? Et le gars, il prend le pouvoir, il dit à ses ministres maintenant, même s'il ne dit pas, si lui-même il commence à rouler à Renault 5, oui, mais comment toi le ministre, tu vas te permettre une Mercedes? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les têtes de certains? Ils se disent, mais comment? Ça, mec, non, on a créé notre truc, qu'on prenne le pouvoir. Maintenant, lui, il nous dit de vivre à ce niveau. Ce n'est pas comme ça que nous, on voyait le pouvoir. Quand nous, on voulait prendre le pouvoir, c'était également... Mais oui, mais comment maintenant il veut nous expliquer qu'on va venir rouler dans des Renault 5, par exemple? Voilà, entre autres, les choses aussi qui ont amené à ce qu'on tue ce grand homme africain. C'est-à-dire d'avoir autour de lui des gens à qui il demande de vivre comme le reste de la population. Vous pensez que pour le cas du Cameroun, le président est victime? Oui, pour le cas du Cameroun, il faut faire attention. Il a eu peur de la mort? Il faut faire... Ça, pourquoi il a libéralisé? Et David, peut-être m'a aidé à penser à cela lorsqu'il a parlé de la longévité. C'est comme si on a donné une part de pouvoir et de biens à un certain nombre de Camerounais qui ont maintenant de l'influence sur une certaine population, sur une surface bien précise. Oui. Est-ce que vous soupçonnez un deal? C'est-à-dire pour le cas du Cameroun. Oui. C'est-à-dire que probablement, vous soulignez probablement, le président a fait un deal. Moi, je vous laisse vous engraisser et vous me laissez le pouvoir. Oui, mais parce qu'on a l'impression qu'on récompense les gens. On a l'impression que quand vous êtes nommé, c'est comme une récompense. Bien sûr, c'est la logique du renouveau. C'est ça le vrai problème. Après, on vous parle de l'équilibre régional. Si on enlève Blériot, il faut qu'on cherche encore un frère de son village. Pour qu'on le nomme aussi. On enlève Paul pour remplacer par Pierre. Voilà. On a l'impression que ce sont des récompenses. Et je crois que c'est ça qui fait justement un problème chez nous. C'est qu'en même temps, les personnes qu'on aime doivent avoir, des personnes qu'on nomme personnellement doivent avoir un impact sur une certaine population. Et c'est pour cette raison que vous verrez, voilà les élections présidentielles qui arrivent. Et du coup, vous voyez tous ces gros fonctionnaires aller chez eux dans les villages. Cette histoire d'élite, la place qu'on donne aux élites, c'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé lui-même donne aux élites, parfois pour résoudre des problèmes dans une communauté. Parfois on oublie le petit chef du village. Il y a un monsieur qui vient de Yaoundé avec une grosse voiture. On vous dit c'est lui qui vient régler le problème. Alors qu'il y a des notables de leur village qui maîtrisent bien la situation. Parfois, celui qui vient avec la grosse voiture ne maîtrise même pas très bien la situation. Il ne maîtrise pas très bien la situation. Mais c'est lui qui viendra gérer la collation. On lui donne quand même un certain intérêt. C'est lui qui va arriver avec les gendarmes. C'est lui... Bref, à la fin, c'est lui qui décide. C'est lui qu'on présente devant la cour, comme le sauveur. Alors, vous voyez tout ce beau monde-là. Ils savent également
Ces gens-là savent que c'est ce qu'on leur demande. Et vous verrez que tous ces gens, si vous permettez, parfait, et vous verrez que tous ces gens se battent toujours, chacun se dit non, il ne faut pas qu'il y ait du bruit chez moi, il ne faut pas qu'il y ait ceci. Et ils se donnent les moyens. Ils se donnent les moyens d'avoir cette influence. Parce qu'en fait, ce n'est pas des gens qui étaient d'abord très populaires dans un secteur précis et ils ont été nommés. C'est-à-dire un jour, on vous dit c'est Manaouda, ce n'est qu'un exemple. Manaouda Malachi, vous aurez pu prendre un autre. Manaouda Malachi, le ministre de la Santé, ces exemples-là sont vraiment forts. C'est jeune, c'est lui qui règle déjà les problèmes de son village. Mais on ne sait même pas là où il était avant qu'il ne soit nommé. Mais subitement, dès qu'il est nommé, il se met à régler des affaires dans son village. C'est compris, Lazare Zambo. Disons que ce ne sont que des exemples. Ce ne sont que des exemples. Vraiment. Pierre Blériot, excusez-moi d'insister. Hein. Vous savez, moi, je suis journaliste et donc la déformation professionnelle, les faits. Nous avons parlé de véhicules tout à l'heure. On peut parler des maisons de ces ministres et autres grands fonctionnaires de l'État du Cameroun. On peut parler de l'organisation des séminaires. Prenons un peu les véhicules Blériot. La majorité des ministres au Cameroun avaient des véhicules de 60 millions en montant. Alors, si un ministre... Ils en ont plusieurs. Et d'autres en ont plusieurs. Véhicules de l'État, hein, oui, bien sûr. De l'État. C'est-à-dire qu'il a 3 véhicules de service. Si nous prenons le cas Blériot où les ministres rouleraient avec des véhicules de 25 millions, est-ce que ça ferait en sorte qu'ils ne soient plus productifs? Bon, parfait, je m'excuse. Oui. Hein. Si on prend le problème par ce bout-là, on aura attrapé le serpent par le milieu. Ok. Et il va nous mordre. Il y a une problématique. Il y a un spécialiste du panafricanisme qui a parlé, même... Ok, Lazare Zambo est venu compléter. Il y a une problématique de départ. Oui. Thomas Sankara avait posé la problématique. Il dit, nous avons le choix entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Voilà la problématique de départ. Le champagne pour quelques-uns, l'argent ne suffit pas. On prend un choix, on fait un choix, soit c'est de l'eau potable pour tous, on transforme donc l'argent du champagne en eau potable pour tous, ou on prend le champagne pour quelques-uns et donc les autres n'auront même pas de l'eau potable. Au moment de la décolonisation, moi quand on le dit, je n'ai plus besoin de le prouver. Je suis petit-fils de Ruben Oumiobe. C'était la même problématique avant Sankara. Sauf que dans les réunions de l'UPC, il faut qu'on vous le dise, parce que j'entends souvent les gens dire tel était à la création de l'UPC, tel. Non. Les gens qui étaient à la création de l'UPC n'avaient pas toujours la même idéologie que Ruben Oumiobe. Ruben Oumiobe était, entre guillemets, un communiste, formé par Gaston Douda. Chaque fois que les questions de finances se posaient et que Ruben Oumiobe donnait son point de vue, son directoire était contre lui. C'est-à-dire qu'on lui disait que non, mon frère, ceux qui avaient le courage disaient que non, ton orientation de l'affaire de l'argent là nous dérange. Parce que toi, tu ne dis pas comment nous, du directoire, nous allons gérer l'argent. Tu es toujours en train de dire là que dans les maquis là, qui ne s'en sort. C'est pas ça. Donc, même nous qui sommes sur ce plateau, si on nous met dans le régime actuel qui a gagné, après nous allons nous empiffrer des mêmes choses et nous n'allons rien changer. Non, parce qu'il n'a pas fait un sondage. Non, personne. Je vais vous dire pourquoi. Il n'appartient pas à un ministre. Je vais même vous dire que vous allez faire la prison si vous changez. C'est-à-dire, vous ne changez pas les lignes budgétaires. Le fonctionnement, si on vous dit même comment fonctionnent nos ministères, et vous en savez quelque chose. Ce que vous décrivez là, c'est l'argent des petites copines. Les 60 millions. Est-ce que les ministres fonctionnent avec ça? C'est un argent fou. C'est des lignes à n'en plus finir. Quand tu es nommé ministre, même ministre, on disait un des ministres. Mais c'est un argent fou qui te rend bête. Alors, si vous faites la campagne une campagne politique aujourd'hui au Cameroun, vous dites aux Camerounais ce que vous leur réservez. Si Niamey, je suis président du Cameroun, on ne va même pas commander pour aucun des Camerounais un véhicule qui coûte plus de 30 millions. Ne va pas entrer au Cameroun. Je m'en fous que tu sois homme d'affaires. Parce que tu vas me dire comment tu as fait. Ne vont même pas entrer. Les Camerounais d'aujourd'hui roulent sur les routes d'hier avec les voitures de demain. Absolument. C'est bien dit. Il faut que les voitures ressemblent aux routes. Tu ne peux pas rouler avec les voitures de 200 millions sur les routes faites à cimenter. J'ai vu, quelqu'un m'a interpellé, on est en train de cimenter les routes au niveau de Ouarda. Cimenter, avec le gravier, on est en train de cimenter.
Tu pars maintenant, tu trouves on est en train de cimenter. On met le gravier plus le ciment et là, on a à Ouargla. J'étais en engrais beaucoup. On est en train de cimenter. Non, on croyait que c'était là, comme on dit avant, on est en train de bétonner les routes, cimenter les routes. Alors, aucun ministre n'entrerait dans cette affaire-là, parce que quand vous entrez dans le budget d'un ministère, le fonctionnement ici est costaud. Est tellement costaud. Vous voulez que les ministres en fassent quoi? Ils sont obligés de créer les missions et tout. Et les fonctionnaires, il est bien d'être fonctionnaire, surtout de travailler au ministère au Cameroun. Tout le monde s'empivre. Si vous entrez dans un ministère, vous trouvez les gens avec les papiers, ils parlent de quoi? On est en train de remplir les fiches de mission. Les fiches. Voilà l'orientation que nous avons donnée à notre État. Ça plaît à quelques-uns. Bon. S'il faut changer, ce n'est pas un homme qu'il faut changer. C'est un mindset total qu'il faut changer. Personne ne viendra plus au village avec une voiture de 100 millions parce que les voitures de 100 millions existeront dans les peuples qui sont capables de produire les voitures de 100 millions. Au Cameroun, personne ne doit avoir une voiture de plus de 30 millions. Même pas le chef de l'État. Mais qui va te comprendre ça? On doit rouler dans... Le chef de l'État doit avoir, une à 26 têtes de cochon. Oui, blindé. Tout simplement. C'est tout. Et le reste, on est là, les vélos. Blindé, tu es sérieux? Je suis très sérieux. Les ministres doivent avoir les motos et tout. Normalement, nous autres, les vélos, parce que nous sommes à ce niveau de sous-développement. Et ça va nous permettre de ne pas avoir les ventres, d'être en santé. Et nous devons construire le pays. Très bien. Si tu dis ça, on va dire, allez, tuez-le. Or, c'est la voie que nous devons emprunter. Nous sommes en train de manger notre semence pendant que les autres mangent leur récolte. Merci Blériot. Nous sommes en train de manger notre sémence pendant que les autres mangent leur récolte. Bonjour à vous les experts, et c'est un message du plus 33, c'est-à-dire la France. Panel d'un niveau très élevé. C'est toujours un plaisir d'écouter le docteur Melvin Yam Sembe, très éloquent et clairvoyant. Messambe, c'est votre village. Ah, d'accord. C'est à 70 km de Bolova. On n'a pas de route, je fais une journée et demie pour arriver à Messambe. Après Bolova. Des Bolova à Messambe, c'est 70 km. J'ai fait une journée et demie, il n'y a pas de route. Voilà, vous connaissez combien de gens du Sud qui ont les voitures de 120 000? On confisque tout ça. Très éloquent et clairvoyant, la digne représentation du boulot authentique, c'est-à-dire intelligent et intègre, rien à voir avec ces personnages frélatés qui parlent en place élue du digne peuple boulot. En réalité, le Cameroun est devenu plus que jamais un pays de boutiquiers. Ce pays est géré comme une petite épicerie de quartier où chaque enfant peut entrer dans la caisse pour se servir. C'est ça la République des jouisseurs. Voyez-vous, après 42 ans de renouveau, le clivage entre l'opulence ostentatoire des uns et la misère des autres est devenu très proche de ceux des pays comme l'Inde ou le Nigeria. C'est très grave. Et le pire, c'est que les Camerounais ont fini par prendre goût au viol. Il voulait dire au viol ou bien au vol, ou bien les deux. Les deux peuvent aller. Hein. C'est Junior Evinazam des Waloa de Mekalat. D'accord. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le maestro de la modération, le génie. Bonjour à tout le panel, particulièrement à Monsieur Eboutou, dont je vois le visage pour la première fois. Ah, c'est surprenant quand même. Il faut dire merci à Espace Mini. Eboutou. Espace Mini est bien, hein? Ouais, le monsieur te connaît, mais lui voit ton visage pour la première fois, Espace Mini. Il continue en disant, je pense que le thème aurait dû être train de vie de l'État au Cameroun, doit-on le réduire? Je répondrai directement par l'affirmative. Cet article 2 doit être supprimé des décrets et tous ces sous redistribués. Combien d'écoles manquent de matériel d'enseignants? Combien d'hôpitaux manquent de plateaux techniques? Les routes, on en parle, etc. Tout cet argent peut être utilisé autrement. Une des choses est également de réduire le nombre de ministères. Il y en a trop pour rien. Le peuple a besoin d'un mieux-être et d'un mieux vivre, mais subit des frustrations quotidiennes. Vivement que les choses changent. C'est le Phénix depuis Douala qui envoie cette préoccupation. Prenons deux derniers messages. Bonjour le modérateur du futur, le monsieur en jaune, là, si vous avez un autre problème avec le docteur Eboutou, vous avez choisi la mauvaise tribune.
Vous allez gérer ça là-bas. Je ne peux pas lire ce genre de message. Bonjour, parfait Haïti, le Dieu donné vent de la modération, qui règne sur tous les petits hommes. Non. Je continue, je saute de la partie là. Parfait ici, vous demandez aux gens qui ont mobilisé 42 ans pour détruire le pays de réduire leur train de vie. Comment? D'ailleurs, plusieurs d'entre eux, malgré leur âge, sont encore considérés comme des mineurs. Et comme nous sommes des populations, on doit encore subir ça pour longtemps. Car pour nous, le Sénégal ne parle pas. C'est Stéphane de Paname qui envoie le message. Dr David Eboutou, on vous repasse la parole. Ce sera certainement votre dernière prise de parole. Que faut-il faire lorsque nous parlons du train de vie d'un pays comme le Cameroun, qui reste un pays pauvre et très endetté? Merci beaucoup. Les avis des uns et des autres sur le plateau, Blériot et Lazare Zabo, m'ont conforté dans ce qu'il y a des solutions simples qu'on peut mobiliser tout de suite pour commencer à réduire le train de vie de l'État. Et je suis resté sur le plan institutionnel. Réduisons tout ce trop-plein d'administration-là et faisons des économies pour nous concentrer sur des problèmes vitaux qui impactent directement sur la vie des Camerounais. Vous savez, les États-Unis ont quand même 14 ou 15 ministres. Ouais. Le Nigeria, à côté de nous, c'est quand même 230 millions d'habitants. Ouais. C'est 40 ministres. Même la France, là, c'est 40 ministres. Mais nous en sommes à 67. Il y a problème quelque part. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que ces gens qu'on l'a nommés là, à la tête de certains départements ministériels, n'y sont pas par souci d'efficacité, mais parce qu'on voulait récompenser. C'est pour cela qu'on a éclaté certains ministères. Mais on a un secteur, un secteur que je connais un peu, le secteur de l'éducation. Oui. Qu'est devenu l'éducation aujourd'hui du point de vue institutionnel? C'est 7 ministères qui ont éclaté. Ouais. Enseignement de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur, recherche scientifique, formation professionnelle. 5 ministères. Vous pouvez réduire en un seul effet des économies pour les injecter dans des secteurs qui impactent sur notre vie tous les jours. Le secteur de la route, mais regardez à nous avons même l'économie. D'un côté, la finance, d'un côté. Et de l'autre côté, l'économie et la planification. Regardez à quoi la route, ça m'intéresse vraiment. À quoi ressemble Yaoundé aujourd'hui? Vraiment, on croirait un pays en guerre. Ou alors qui sort de guerre. Yaoundé aujourd'hui ne fait concurrence qu'avec Bangui. Tout le monde nous a battus. Mais regardez les pays. Bon, je suis souvent surpris quand je vois. Est-ce qu'on est pas excessif, David? Non, je ne crois pas. Je reviens à un exemple sur les routes. Il y a en 2021, j'étais au nord-est du Sénégal, dans une ville qu'on appelle Saint-Louis, à côté de la Mauritanie. C'est pratiquement la même distance entre Yaoundé et Douala. La même distance. Et 245 km par là. Quand j'y allais, j'avais tellement peur parce qu'à partir de Dakar, je suis arrivé à Dakar aux environs de 23h, on nous a mis directement dans le car, je devais rejoindre l'université Gaston Berger. Et donc toute la nuit, c'était une rue étroite, c'était terrible. Et donc j'avais peur, je me demandais si on va arriver. Tout ça. Alors il y a l'an passé, j'y suis allé, j'ai trouvé l'autoroute. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je suis allé regarder les chiffres, ça n'a rien à voir avec les chiffres qu'on nous donne sur Yaoundé Douala et qui sont surréalistes et qui n'en finissent même pas. Je ne comprends pas. Sur Yaoundé Douala, on parle déjà qu'il faudra un peu plus de 1000 milliards. Or, le même tronçon, c'est-à-dire le même le même nombre de kilomètres en Côte d'Ivoire, on parle de moins de 300 milliards. Oui, la preuve, c'est l'exemple. Je voulais prendre l'exemple ivoirien pour prendre Abidjan Yamoussoukro. Voilà. C'est 234 ou 235 km. Voilà. Donc, sensiblement, Yaoundé Douala. Tout à fait. Allez-y voir, c'est l'autoroute. C'est des deux côtés. Je peux vous montrer les images, j'y étais encore récemment. C'est, allez-y voir les chiffres. Rien à voir avec ce qu'il y a au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne peut-on pas mobiliser un certain nombre de données pour réduire le train de vie de l'État? Donc, je crois qu'il y a manifestement, au-delà de tout ce qu'on peut dire ici, je crois que ce sont ces petites techniques-là, cette forme de gouvernance-là, qui a contribué à maintenir le régime du renouveau pendant 42 ans. Merci. C'est-à-dire qu'il y a certainement une technique de gouvernance, et c'est en cela que j'ai regardé un débat sur les réseaux sociaux récemment, sur un collègue qui rappelait qu'il faut attribuer une chaire au président de la République. Je n'ai pas écouté la fin de son propos, et je me suis dit, il ne fallait pas tout de suite le reprendre, il fallait laisser ce monsieur aller jusqu'au bout. Peut-être vous voulez dire. Lorsque le monsieur l'a dit, le professeur Bayabek l'a traité de mendiant. Absolument. Absolument. Ah, là, vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Je veux dire que je voulais écouter ce monsieur jusqu'au bout pour qu'il conclue peut-être en nous disant qu'il faut peut-être dans les prochaines années enseigner aux gens comment on peut mobiliser un peu de vice, un peu de corruption, un peu de détournement pour
construire une forme de gouvernance qui maintienne un hégémon central au pouvoir pendant aussi longtemps. Parce que je ne vois pas comment on peut être maintenu au pouvoir pendant 42 ans alors que le pays est dans le chaos. C'est incroyable. Lazare Zambo, train de vie de l'État au Cameroun, peut-on le réduire? Bon, c'est assez difficile d'abord parce que ceux qui sont là, n'est-ce pas, aujourd'hui comme on dit, les habitudes ont la peau dure. Est-ce qu'il faut balayer tout le monde et mettre de nouveaux Camerounais qui n'ont pas fait grandir ce type d'appétit? Parce qu'il faut rappeler que quand vous observez un peu tous ces hommes, n'est-ce pas, qui sont à ce niveau, ils sont pour la plupart des mégalomanes. Ce sont tous des polygames voilés. C'est des gens qui ont 20 femmes, 30, 40, parfois dans chaque ville. Parfois dans chaque ville. Et vous voyez qu'au Cameroun, si vous avez l'impression que sur ce plateau, vous avez là de l'exagération. Non, si vous avez 30 belles familles dans notre pays. Même si vous êtes ministre. Même si vous êtes ministre, c'est compliqué. Il vous faut de l'argent. Vous ne pouvez pas vivre seulement avec l'argent du ministre pour pouvoir nourrir 30 belles familles. Parce que quand vous avez des garçons dans un village, que leur sœur, leur cousine, on vous dit qu'elle vit avec un ministre, que le monsieur avec qui et l'ensemble c'est un ministre. Et il y a toutes sortes de dossiers. Lazare. Voilà. Donc pour dire que ces gens doivent satisfaire toutes ces belles familles. Parfois ici. Parfois la question me revient souvent. Hein. Vous qui êtes journaliste, ces ministres-là, qu'est-ce qu'ils font même avec l'argent? Moi, je leur répète que l'argent même qu'ils volent là et qu'ils ont ne les suffit pas. Parce que quand vous avez une seule belle famille dans ce pays, on sait comment ça se passe. Ça pèse lourd. Vous avez votre femme, vos enfants, vous avez la belle-mère, le beau-père, les oncles, les tantes, les deuils. Les maladies. Chaque semaine, c'est lui qui gère le deuil. Parce que tout ce qui se passe dans chaque famille ou dans chaque belle famille, c'est qu'on attend Lazare Zambo. On ne prend aucune décision. Alors, conséquence, on ne peut pas réduire le train de vie de l'État? Pour l'instant. À cause de ces multiples belles familles? Oui, pour l'instant, parce que ces mecs, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas accepter. Cela signifie que certains qui nous gouvernent ne sont pas très loin de l'État camerounais. Oui, ils ne peuvent pas accepter qu'on les change. C'est compris. Peut-être pour conclure, oui. Vous savez qu'il y a un monsieur, un ministre, qui a choisi de se placer en route pour dire que ceux qui conduisent illégalement les véhicules de l'État, n'est-ce pas, va les retirer. Au prochain gouvernement, vous savez ce qui est arrivé à ce monsieur? Au prochain gouvernement, il a fait descendre des grands fonctionnaires. Ici, on les voit. Vous dites que cette voiture qui vous l'a même d'abord donnée. Au prochain gouvernement, on a fait sauter ce monsieur. Et on l'a vu, hein, lui allait porter les canapés dans les maisons en disant que vous n'avez plus le droit de rester dans ce domicile. Lui portait les canapés avec les forces de l'ordre. Mais au prochain gouvernement, on a dégagé ces ministres. Vous avez compris. Pierre Blériot-Niémec, doit-on garder espoir? Parfois, ici, quand on vous recrute comme pleureuse, parce que c'est souvent les pleureuses, renseignez-vous au moins sur le sexe et le nom du mort. N'arrivez pas au deuil, alors que c'est un homme qui est mort, vous commencez à citer le nom d'une... Vous commencez à dire ma copine. Vous serez ridicule. Ce ministre ne s'est pas renseigné sur le nom et le sexe du mort. Il a directement donné le requiem. Il s'est mis à parler d'autre chose. Je vous ai dit que c'est une orientation mentale qui fait que si on vous met là, soit vous partez, soit vous faites comme tout le monde. Tant que ce ne sera pas une belle excuse pour cela. Il n'y a rien à... Les gens vont se cacher derrière ta parole là. Ce n'est pas pour les ministres vont se dire non, est-ce qu'on avait le choix? Vous n'avez pas suivi. Les sondeurs sont d'accord avec vous. Vous n'avez pas suivi Blériot. C'est le risque. C'est aussi une belle excuse. Ce n'est pas autre chose. Vous aurez votre famille à dos. Blériot, si vous permettez 30 secondes, vous aurez même votre propre famille à dos. Vous dites qu'à ici, vous êtes le plus bête du village. Je vais vous prendre un exemple. Il est vivant. Rapidement. On a eu dans un village voisin au mien un DG de lyrique. Oui. Il s'appelle Emmanuel Pondy. Oui. Professeur. Alors un jour, les gens du village sont allés le voir pour lui donner la liste des enfants qui devaient aller à lyrique. Ils sont allés voir son père, Paul,
pour donner à son fils. Bon, Paul a attendu son fils le week-end et il lui a donné. Et Emmanuel, le professeur Emmanuel Pondi, il lui dit c'est quoi? On dit que les gens du village veulent entrer, leurs enfants doivent entrer à lyrique. Ils disent. Mais Emmanuel Pondi dit non, mais le concours de lyrique c'est à Yaoundé. Les vieux du village lui disent que non, c'est ça que tu pars avec la liste-ci à Yaoundé. Le professeur Emmanuel Pondi dit non, cette liste ne peut servir à rien. S'ils ont déposé les dossiers, le concours c'est à Yaoundé. Mais vous savez, Emmanuel Pondi n'a plus jamais été nommé nulle part. Avez-vous observé? Non, le village lui a tourné les yeux. Non, tout le monde, on lui a tourné. Aujourd'hui, il gère un institut privé. Il n'a plus jamais. Il écrit les livres, les notes sectionnelles. Voilà, il combat ses collègues qui harcèlent les filles à l'université. Il écrit, voilà, lui veut apporter la morale. On dit, tu vas aller rester avec ta morale là. Donc, si vous venez là avec une idéologie qui est contraire à l'idéologie du groupe, on va vous écarter à jamais. Et des anciens infirmiers vont prendre les ministères. Tu en connais certains? Non, je n'en connais pas. Je dis c'est l'ancien infirmier ne peut pas commettre Nous parlions des routes tout à l'heure. Je dis donc, et ça va se passer comme ça, et ils auront des taux d'avancement. Ce sera ton problème. Voilà. L'émission est actuellement terminée. Hein? Il ne me reste qu'à dire merci à ce panel gigantesque ce matin. Merci à Lazare Zambo. Infiniment merci à Dr David Eboutou qui est venu déminer l'espace pour la toute première fois. Je pense que avec le soutien des téléspectateurs, de temps en temps, lorsqu'il aura du temps, on va l'amener ici. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Niamek. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?